Bonjour, bienvenue dans ce second chapitre par rapport au système asservi. On va ici s'intéresser exclusivement à la modélisation mathématique des SLCI et notamment à ce qu'on va appeler les transformés de Laplace. Alors, avant de commencer à modéliser mathématiquement, on va devoir faire un certain nombre d'hypothèses en vue de la validité de la modélisation définie. Les systèmes que nous allons étudier sont exclusivement ce qu'on va appeler des SLCI, systèmes linéaires, continus et invariants. Cela signifie quoi? Alors déjà un système. Un système, c'est donc un produit, un système, qui a une entrée, une grandeur d'entrée, une grandeur de sortie. De même nature, de nature différente, c'est surtout qu'il peut être traduit à l'aide d'un schéma fonctionnel, ce qui est le cas de l'ensemble des choses technologiques qu'on pourra trouver. Linéaire. Un système est dit linéaire si la fonction mathématique qui décrit son comportement est elle-même linéaire. En traçant la réponse de la grandeur de sortie S de t en fonction de la grandeur d'entrée E de t du système en régime permanent, S de t, E de t, c'est bien les entrées et sorties qu'on retrouve sur le schéma fonctionnel, la caractéristique du système est alors une pente de gain K. On va donc se retrouver avec ce type de schéma-là, la sortie et l'entrée, on va avoir à chaque fois un rapport linéaire. Ce n'est pas le cas de tous les systèmes, et de manière générale, puisque nous sommes en physique appliquée, nous n'avons pas une linéarité, par exemple à l'infini. On va se retrouver avec, par exemple, un effet de non-linéarité, avec des effets de seuil, c'est-à-dire que certains composants ne démarrent qu'à partir d'une certaine valeur. Ça va être le cas par exemple d'une LED qui ne s'allume qu'à partir d'une certaine tension d'alimentation. Et on va avoir également un effet de saturation, c'est-à-dire un système qui va démarrer et à un moment qui ne va pas pouvoir aller au-delà de ses capacités physiques. Si vous prenez une voiture de 4L, vous ne pourrez jamais monter à 300 km/h puisque physiquement le moteur n'est pas dimensionné pour aller à cette vitesse-là. Ce sera donc un effet de saturation. On va voir qu'on va donc toujours étudier nos systèmes dans des configurations de linéarité. On pourra dans ces cas-là également choisir d'étudier le système sur une plage de valeurs données. On va définir l'ensemble de la modélisation mathématique sur des systèmes dits continus, c'est-à-dire lorsque les variations des grandeurs physiques sont définies à chaque instant. On compare les grandeurs continues, également appelées analogiques, ici en gris, aux grandeurs numériques, dites discrètes, qui correspondent donc à un échantillonnage de la courbe de grandeur analogique. Ici, on va exclusivement se concentrer sur les grandeurs analogiques, même si lors de leur traitement, cela va pouvoir les faire passer en grandeur numérique pour ensuite être remis en grandeur analogique. Et enfin, invariant. On va considérer qu'un système est dit invariant si on suppose que les caractéristiques du système, masse, dimension, résistance, ne varient pas au cours du temps, ce qui n'est pas vrai. On va par exemple, si on étudie une voiture, l'assaillissement en vitesse d'une voiture, on va considérer que ses pneumatiques sont toujours parfaits, alors que nous savons bien qu'à partir d'une certaine distance parcourue en fonction de l'état de la route, on a notamment une usure des pneus et tout type d'usure que nous n'allons pas considérer. Quelles sont les conséquences ou la conséquence principale de toutes ces hypothèses quant à la modélisation mathématique? On va se retrouver, grâce à cela, à définir que les systèmes peuvent être représentés par des équations différentielles à coefficients constants. Une équation différentielle, de manière générique, est représentée par cette expression, c'est-à-dire des constantes, ici a n-1 jusqu'à a1 à 0, des dérivées n jusqu'à la fonction ici de s de t, est égale à le même genre d'expression au niveau des entrées. On retrouve ici E de t, la grandeur d'entrée de notre schéma fonctionnel, S de t, la grandeur de sortie, AN à 0, BM, B0, les coefficients constants.
Toutes les données qui seront renseignées au fur et à mesure des exercices et des sujets sont propres au système qui est étudié, que ce soit l'expression, leur valeur ou leur unité. Comment est-ce qu'on va résoudre les équations différentielles? Il existe deux manières de les résoudre. La première solution, c'est d'utiliser la solution purement mathématique en domaine temporel. Vous les voyez en mathématiques, mais on va voir que on a besoin d'un outil qui, pour notre part, va nécessiter une modélisation dans ce qu'on appelle le domaine de Laplace. Je reviendrai sur la définition du domaine de Laplace par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de l'équation différentielle et la première étape qu'on va appliquer, c'est qu'on va transformer cette équation différentielle dans le domaine de Laplace. On va changer, passer du domaine temporel, t appartenant donc au réel, au domaine de Laplace, où p, on le verra plus tard, appartient au complexe. Cette transformation va transformer notre équation différentielle en une équation polynomiale, beaucoup plus facile à utiliser par la suite pour ce qu'on va en faire. On va ensuite déterminer l'expression de S de P en fonction de E de P sous la forme d'une fraction de deux polynômes, pour ensuite faire la transformée inverse de Laplace et revenir en temporel avec une solution S de T. Nous allons voir que la résolution des équations différentielles, nous allons la faire au tout début, mais que finalement, l'asservissement va surtout avoir besoin à terme de l'expression de S de P sous cette forme-là, et que l'asservissement va exclusivement être traité dans le domaine de Laplace. De cette manière, on résout finalement un polynôme plutôt qu'une équation différentielle. Qu'est-ce que le domaine de Laplace? Le domaine de Laplace est défini par ce qu'on appelle une transformée. Je donne cette définition mathématique plutôt pour votre compréhension, votre apprentissage. En soi, elle n'est pas au programme même de maths de MP. Donc, vous allez voir qu'on va trouver des simplifications pour ne pas avoir à calculer cette intégrale. Donc la transformée de Laplace grand F de P de la fonction f de t est, on va la noter grand L, crochet de f de t, donc Laplace de f de t, est égal à grand F de P. Finalement, c'est cette expression-là qu'on retiendra. Mathématiquement, ça correspond à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle de moins p de t dt, avec p, la variable dans le domaine de Laplace appartenant au domaine des complexes. Première chose qui va nous être limitée, on est ici en physique appliquée, la cause précède l'effet. Ça a pour conséquence que le moins l'infini, ce qui se passe entre 0 et moins l'infini, nous ne le connaissons pas. En effet, un système commence à un instant t égale 0 et on en voit son évolution. On ne va jamais étudier le four à un instant de moins l'infini à 0. On va donc simplifier l'expression. L'ingénieur étudie généralement l'effet d'une cause provoquée à la date t égale 0. Donc on va simplifier l'expression en définissant que c'est l'intégrale de 0 plus à plus l'infini de f de t exponentielle de moins p de t dt. F de t va ainsi devenir ce qu'on appelle une fonction causale. La question est de savoir que se passe-t-il si f de t n'est pas une fonction causale. Ici, définition une fonction f de t quelconque, comment faire en sorte que celle-ci soit causale? C'est-à-dire qu'il n'existe aucune variation entre moins l'infini et 0 et que finalement la courbe ne commence qu'en 0. On va définir ce qu'on appelle une fonction u de t, fonction échelon, qui va faire en sorte que lorsqu'on multiplie f de t par u de t, on obtienne notre courbe en rouge ici, c'est-à-dire une courbe annulée entre moins l'infini et 0 et qui existe entre 0 et plus l'infini. Et u de t est une fonction dite fonction diviside qui vaut 0 si t est inférieur à 0 et qui vaut 1 si t supérieur ou égal à 0.
Alors, quelles sont les propriétés des transformés de Laplace? Déjà, voilà ce qu'il va falloir retenir. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de retenir l'ensemble de la définition de la transformée de Laplace. Par contre, ces éléments-là sont importants. On va voir qu'on va passer finalement par un tableau de transformation. Petit f de t, peu importe la fonction, petit s de t, petit e de t, petit m de t, peu importe, deviendra la majuscule, sauf si elle est déjà en majuscule, de p. Vous ferez bien attention d'avoir t d'un côté, p de l'autre. On ne peut pas avoir un mélange dans une transformée, une fois que la transformée est faite, entre des t et des p. Première chose, la transformée de Laplace respecte la linéarité. Alpha et bêta étant des constantes, alpha f de t plus bêta g de t est égal à alpha grand f de p plus bêta grand g de p. La dérivation, la dérivée de f de t sur dt, c'est p moins grand f fois grand f de p moins petit f de 0. Petit f signifie que c'est la temporelle, c'est la temporelle de 0. C'est-à-dire ici, on est bien, là vous aviez la dérivée, là c'est l'intégrale de cette dérivée. Au niveau de l'intégration, on va avoir l'intégrale de f de x dx, c'est f de p sur p. Fonction retardée, c'est-à-dire... Alors, au niveau de la dérivation et de l'intégration, première chose qu'on va retenir, c'est qu'on a une notion d'itérabilité entre chaque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir de ces expressions-là, déterminer la dérivation d'un d carré f de t sur dt carré, ainsi de suite. On le verra au niveau des applications. Donc la fonction retardée va se traduire par f de t moins tau, ça va être l'exponentielle de moins tau p fois grand f de p. Et dans le cadre où nous avons la multiplication de deux fonctions, la transformée de Laplace n'est pas la multiplication des deux transformées de Laplace. On va devoir passer par un outil mathématique que vous verrez par la suite, mais que nous allons utiliser en SI avant tout, la décomposition en éléments simples. Pareil que vous verrez dans une application. Deuxième type de théorème qu'on va utiliser très régulièrement, le théorème de la valeur initiale, qui dit que f de 0 plus, c'est la limite quand t tend vers 0 de f de t, c'est la limite de p transformée de Laplace de f de t quand p tend vers plus l'infini. On a échangé les variables, de 0 c'est devenu plus l'infini, et ici on va se retrouver bien avec un élément entièrement en Laplace. On passe du domaine temporel à un domaine en Laplace. Le théorème de la valeur finale fait à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci c'est la f de plus l'infini, la fonction plus l'infini. C'est la limite, quand p tend vers 0, de p grand f de p, donc transformée de Laplace de f de t. Parmi les transformées de Laplace à connaître, il va également falloir connaître ces signaux principaux que nous verrons à travers les exercices. L'impulsion de Dirac, c'est donc une impulsion qu'on pourrait par exemple appuyer sur un bouton. Elle se nomme delta de t, c'est une impulsion qui a une aire de 1 égale à 1, qui a donc une transformée de Laplace égale à 1. On verra assez peu l'impulsion de Dirac, sauf en deuxième année. L'échelon a u de t va donner a sur p. La rampe a t u de t va donner a sur p carré. Et enfin l'exponentielle, exponentielle de moins a t u de t, va donner 1 sur p plus a. Pour compléter ce cours, je vous demande de regarder également la vidéo sur les transformées de Laplace où nous allons appliquer l'ensemble de ces données directement sur un exercice.